Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes le vendredi 27 mars 2020 et comme vous avez commencé par l'écouter, nous sommes bel et bien au studio de Canal FM pour vous animer le Club de la Presse. Cette émission qui passe naturellement sur Canal FM, sur l'application Canal FM également, sur les médias partenaires, Radio Courtoisie à Dapaon, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Tchaoudjo à Sokole et à côté de nous ici, Radio Lumière à Neho. N'oublie pas Radio Gameli également qui nous reprend et sans oublier encore une fois l'application, ce qui fait que les compatriotes nous écoutent un peu partout dans le monde. Remercier encore et toujours les techniciens Victor Boekoku, Michel Tomega et Géraud Dakoucha. Et remercier également les soldats de la communication, les confrères journalistes et autres invités qui ont encore le courage de se déplacer pour animer avec nous. Marc Abouflan de Élite d'Afrique, bonjour. Bonjour à tous les fidèles du Club de la Presse. Merci. Thierry Afankoué de Gapola.net, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Et un invité que je vais vous présenter incessamment. Et comme vous vous en doutez bien, nous allons devoir encore vous parler de la pandémie du nouveau coronavirus. Nous nous excusons par avance parce que les informations que nous allons vous donner ne sont pas très heureuses, mais c'est l'actualité qui commande et devoir de transparence. Nous avons le devoir donc de porter ces informations à votre connaissance. Peut-être c'est ce qui fera que ceux d'entre nous qui continuent toujours à se montrer un peu laxistes, voire désinvoltes, peut-être qu'ils comprendront qu'il y a vraiment péril en la demeure. Mais dans ce flot de mauvaises nouvelles que nous allons vous donner, il y a quand même cette pensée du jour, Marc Lévy, qui nous enseigne que rien n'est impossible. Seules les limites de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. Encore une fois, rien n'est impossible. Seules les limites de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. Et nous allons lier à cela, encore une fois, la prudence, la discipline, l'autodiscipline. Eh bien, comme nous le faisons depuis plusieurs semaines déjà, le point de la situation à ce jour, mais de par le monde entier, c'est vraiment une pandémie qui fait rage. Les derniers chiffres que le confrère de l'AFP vient de nous communiquer, Thierry Afankoué, je ne sais pas si vous avez ces derniers chiffres tels que l'AFP l'a établi hier à 19h, 95% de la flotte aérienne africaine est clouée au sol. 95% des compagnies, des vols des compagnies africaines sont immobilisés. Et le bilan, hier à 19h, il y avait 23 000 personnes qui ont succombé à ce virus. Heureusement, il y a quand même des guérisons, ce qui entretient l'espoir. Eh bien, revue de presse avec le Canard indépendant qui écrit à la page 7, pandémie, tout simplement, et le Canard écrit que le monde semble être à l'arrêt depuis quelques semaines pour cause de propagation rapide du coronavirus. Vérité des peuples également nous alerte. Le mal est là, chez nous ici, dans la maison du Togo. Économie, développement, écrit
coronavirus, la torche qui met en lumière les défaillances du système sanitaire des États africains. On peut dire que c'est l'ensemble du système sanitaire, même des grands pays qui sont pris au dépourvu, même si comparaison n'est pas à faire entre le Togo et les États-Unis par exemple. Forum de la semaine lui écrit à la page 3 que hier déjà, le bilan était à 24 contaminés au Togo, dont un cas libéré. Et hier, Forum de la semaine nous informait que un jeune homme togolais de 38 ans, résident ici au Togo, qui est au Togo, mais rentré de Paris le 17 mars dernier, comptait au nombre des personnes contaminées, pour dire que la jeunesse n'est pas non plus épargnée. Ça c'est pour apporter une précision à ce que tu viens de dire. Je pense que le site du gouvernement a fait une mise à jour sur le nombre de cas togolais. Et il y a un jeune homme de 29 ans qui est le dernier le dernier contaminé officiel au Togo. C'est pour dire que la jeunesse n'est vraiment pas épargnée par cette pandémie. Voilà, donc à ce jour, nous sommes à 25 cas avérés, contaminés. 25 cas déclarés par le gouvernement. Déclarés par le gouvernement, un cas quand même guéri et libéré. Un cas guéri qui est rentré. Et ce qui est important, parce qu'au début, on disait que c'était les personnes âgées, les personnes souffrant de pathologies graves qui étaient exposées. Eh bien, hier déjà, ce jeune Togolais de 38 ans qui revient de Paris le 17 mars est contaminé. Et puis depuis aujourd'hui, nous savons que ce jeune Togolais de 29 ans vivant ici au Togo a été contaminé. Qui n'a pas voyagé. Mais il a été contaminé par quelqu'un de l'extérieur. Pour dire véritablement que le mal est vraiment dans la maison. Alors devant ce mal, qu'est-ce qu'il faut? Mobilisation générale. C'est ce que écrit l'Union pour la patrie. Et Togo Réveil nous rappelle que pour prendre le coronavirus par les cornes, Faure Gnassingbé, le chef de l'État, multiplie réunions et actions avec le corps médical. Thierry Afankoui, voilà le bilan tel que nous pouvons l'établir à cet instant. Oui, malheureusement, au jour le jour, on voit que le chiffre de contaminés confirmés est dynamique, puisque le chiffre évolue, et nous allons continuer par appeler les uns et les autres à observer les mesures barrières pour que le risque de propagation de cette maladie, de cette pandémie soit limité. Et il est impérieux que nous soyons conscients de la réalité. Le virus est la maladie est bel et bien au Togo. Il nous revient d'observer ne serait-ce que les mesures d'hygiène, se laver régulièrement les mains, se moucher dans le coude, ou tousser dans le creux du coude, et porter le masque ou encore le cache-nez. C'est très important. Utiliser le gel pour se désinfecter, pour désinfecter les mains. Donc c'est très important. Je crois que le gouvernement a interdit la circulation interurbaine, mais on constate que cette disposition-là du gouvernement est violée. Nous allons y arriver, Thierry, mais revenons encore sur les gestes simples, les gestes barrières. À ce que Thierry a rappelé, nous pouvons y ajouter le respect d'une distance minimale d'1 mètre par rapport à notre voisin immédiat. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Ce sont les canaux privilégiés qu'utilise le virus pour pénétrer dans le corps. Veiller à respecter les règles d'hygiène respiratoire, à ce que les personnes autour de nous en fassent autant. Et si vous ne vous sentez pas bien, en cas de fièvre, de toux ou de dyspnée, appelez le 111. Justement à propos du 111, nous avons reçu la visite de 2 jeunes hommes il y a quelques instants. Ils se plaignaient que dans leur maison, il y avait un monsieur qui leur paraissait suspect. Ils ont tenté d'appeler en vain, ils ont tenté d'appeler le 111, et quand à une énième sonnerie,
on a décroché l'appel, la voix au bout du fil leur a indiqué un autre numéro qu'il appelait mais qui ne sonnait plus. Voilà, Marc Abouflan, je ne sais pas si vous avez testé un peu pour nous assurer que le 111 marche effectivement. J'ai testé à plusieurs reprises le 111 depuis qu'il a été mis en œuvre. J'ai finalement arrêté justement ce test parce que je me suis rendu compte que pendant que je teste, je peux peut-être bloquer la ligne pour des personnes qui auraient vraiment envie ou en tout cas ont un besoin réel. J'ai constaté, en tout cas ça c'est mon premier constat, que les préposés au 111 ne disposent pas d'informations fiables sur les mesures prises par le gouvernement. Depuis un certain temps, la circulation interurbaine est interdite, comme Thierry vient de le dire. Les villes de Lomé, Kpalimé, Thiévié, Sokodé sont bouclées, mais il y a encore des déplacements et ces préposés-là ne peuvent pas vous donner des informations. Et quand vous leur signalez un cas suspect, soit ils vous demandent vous-même de prendre les mesures d'éloignement ou la personne au bout du fil disparaît, arrête de vous parler. Et ça, c'est quand le numéro sonne. Et il peut arriver que vous appelez plusieurs fois et que la ligne soit occupée. Je pense que dans des périodes de crise comme celle-ci, il faudrait véritablement revoir ce numéro parce que au-delà des tests que j'ai fait moi-même, j'ai eu également plusieurs personnes qui se sont plaintes de l'efficacité de ce numéro vert. Merci. Donc, le numéro 111 dont des gens se plaignent, et ce n'est pas seulement d'aujourd'hui. Et puis, nous apprenons depuis quelques heures que le gouvernement a mis à disposition un second numéro, c'est le 113, qui, lui, est exclusivement réservé à ceux qui sont en confinement ou bien en isolement. Oui, vous savez, nous avons un problème particulier dans ce pays. À chaque fois qu'on met un numéro vert en service, et quand il y a besoin et on essaye de passer par ce numéro-là pour signaler les faits, vous vous rendez compte que le numéro ne passe toujours pas. Et à chaque fois, c'est les journalistes qui crient juste à ce que on ne revoie le dispositif. Je ne sais pas pourquoi ça se passe régulièrement comme ça dans notre pays. Il faudrait que le gouvernement puisse prendre les dispositions nécessaires pour éviter dorénavant ces genres de situations, parce que c'est très important et parce que nous devrons œuvrer et à un véritable suivi de la chaîne de contamination pour limiter les risques de contamination. Merci. Donc, vivement que les dispositions soient prises pour activer effectivement le numéro 111 et également le 113 qui, lui, est exclusivement réservé aux personnes en confinement ou en isolement. Eh bien, devant l'urgence de la chose, beaucoup de journaux l'écrivent, il faut une mobilisation générale. Et Togo Réveil parlait tantôt du chef de l'État qui rencontre régulièrement les membres de la cellule de crise. Mercredi encore, il en a reçu. Le ministère de la Santé met à disposition de nous les médias, les personnes ressources qui nous informent. Et puis, comme la situation va toujours crescendo, nous apprenons en dernière minute que l'Assemblée nationale tient une séance exceptionnelle aujourd'hui. Thierry Afankwe, Marc Abouflan, vous avez l'information. Il semble que à cette réunion, il y a un seul sujet à l'ordre du jour. Le gouvernement sollicite de l'Assemblée nationale des pouvoirs exceptionnels conformément à l'article 86 de la Constitution. Pour une première fois, on veut faire les choses dans les règles. Je crois que c'est à signaler, à saluer plutôt. Et c'est vrai que le chef de l'État échange, en tout cas par 2 fois. On a eu écho de ce que le chef de l'État a échangé avec le corps médical, en tout cas une délégation du corps médical
qui est au devant de la lutte contre cette pandémie-là. Mais je me demande si le chef de l'État dispose véritablement de toutes les informations tout autour de cette maladie-là, parce que les informations que nous avons ici et là inquiètent, parce que quand on apprend que quelqu'un qui est testé positif s'est échappé, et il faut se poser la question de savoir pourquoi la personne a quitté le centre dédié, consacré au traitement de cette maladie-là, quitte finalement le centre. Est-ce que tout le dispositif, tout le matériel qu'il faut pour le traitement de ceux qui sont déclarés infectés par ce virus-là, il y a ce matériel-là? Est-ce que les personnes sont bien suivies, sont bien traitées, et tout ça là, je ne sais pas si le chef de l'État a toutes ces informations-là. Ça serait de bon temps pour lui, avec toutes les précautions possibles, de faire peut-être une descente au CHR Lomé commune pour constater de visu tout ce qui se fait là-bas, pour que les Togolais qui malheureusement se retrouvent dans ces situations-là, ils puissent constater comment ils sont traités, comment se fait le suivi. Merci. Alors, si le chef de l'État préside en personne ce comité comprenant le professeur Iou Wateba, qui est en charge le centre hospitalier régional de Lomé, qui prend en charge donc les cas, les présidents des ordres de pharmaciens, de médecins, naturellement le chef de la santé. C'est que la question est d'importance. On ne peut pas imaginer que ces éminences-là cachent au chef de l'État des informations relatives à cette pandémie. Marc? Non, je pense qu'ils ne doivent pas. Mais j'ai eu, c'est vrai, beaucoup d'inquiétudes hier quand j'ai appris pour ce cas qui s'est enfui et qui se serait retrouvé, par quel hasard, je ne saurais le dire, en confinement au Bénin. Et là encore, je calcule le temps donné entre les deux informations et je doute de la probabilité de cette information. Maintenant, j'estime qu'il y a ce qu'on dit au grand public et les informations de première main que doivent détenir le chef de l'État pour bien faire son travail. Je suis de ceux qui pensent que le gouvernement a hésité et traîne encore dans les mesures drastiques à prendre pour éviter la propagation de ce virus. Et surtout que sur les mesures déjà prises, les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi. Remarquez, depuis un moment déjà, on a fermé tout ce qui est discothèque, on a fermé tout ce qui est la plage. Donc tout ce qui est bar, tout ce qui est tous ceux qui ont leurs activités. C'est seulement les non, les bars à la plage. Voilà. Il y a beaucoup de bars. Aussi confusion. Il y a beaucoup de bars à la plage. Et quand on dit ne fréquentez plus la plage, c'est-à-dire ces bars-là ne fonctionnent plus. C'est vrai qu'on va me dire qu'il ne faut pas penser bar à cette période-là, mais ce sont quand même des compatriotes, des Togolais qui vivent de ces activités génératrices de revenus autour de la plage. Quelles sont les mesures que le gouvernement prévoit pour eux? Aujourd'hui, je sais qu'on a sur la table de l'Assemblée cette loi-là où le gouvernement demande d'étendre ses pouvoirs pour pouvoir justement juguler la pandémie. Et je veux bien croire qu'on ne va pas étendre ces pouvoirs-là pour restreindre nos droits, nos libertés fondamentales. Parce que c'est la crainte aussi avec notre gouvernement. Si les pouvoirs, en tout cas qu'il demande aujourd'hui au Parlement, lui sont donnés, j'espère que ça sera utilisé à bon escient pour juguler la crise. Merci. Déjà, c'est le cas en France. Le gouvernement français a également sollicité de l'Assemblée nationale française des pouvoirs exceptionnels par ces temps de crise sanitaire. Et pour vous fixer, je vous lis in extenso un extrait de l'article 86 de la Constitution qui dispose: le gouvernement peut, pour l'exécution de ces programmes, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. Alors, en français facile, si les députés votent, donc le gouvernement sera autorisé à prendre des ordonnances par ce temps de crise de pandémie,
Mais la période sera limitée et le gouvernement aura également l'obligation, après avoir pris l'ordonnance, de proposer le projet de loi conséquent devant l'Assemblée dans les délais impartis. Donc voilà la dernière actualité. Nous allons suivre cela. Maintenant, revenons à ce que nous avons déjà commencé à dire. Il y a les dispositions que le gouvernement a prises, mais comment est-ce que nous les respectons? À commencer par le gouvernement avec le numéro 111 dont on se plaint, les bouclages supposés ou bien annoncés des villes de Lomé, Tchévier, Sokoré et Palimé qui ne sont pas effectifs. Nous voyons des parents, des amis qui voyagent tout le temps, qui nous rejoignent à partir de ces villes-là. Ce qui amène le confrère, le Canard indépendant, a écrit que les Togolais ont du mal à se défaire de leurs habitudes. Une habitude que nous avons, c'est aller prier dans nos couvents, dans nos temples et mosquées et ailleurs. Or, depuis vendredi, nous savons que les lieux de culte sont fermés pendant la durée d'un mois. Or, nous entendons par-ci, par-là que certaines maisons de Dieu auraient été ouvertes ces derniers temps, ce qui sûrement amène le confrère Forum de la Semaine à écrire la page 3 que la police des cultes se met aux trousses de plusieurs pasteurs et imams. Alors nous avons justement un imam avec nous, monsieur Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Sas. Eh bien, vous êtes l'une des personnes ressources du Club de la Presse quand il s'agit des questions portant sur l'islam, et vous êtes également membre de l'association des cadres musulmans du Togo. Tout à fait. Eh bien, je connais votre foi, mais depuis vendredi, le gouvernement a fermé les maisons de Dieu, notamment les temples, les mosquées et les églises. Alors, est-ce que vous vous y conformez, monsieur Diouf? Oui, je m'y conforme. Je fais toutes mes prières à la maison. Je ne suis pas allé prier le vendredi passé comme je le faisais d'habitude. Je ne le ferai pas ce vendredi également. Et j'ai lu également dans un groupe quelqu'un qui nous invitait à transformer nos maisons, nos propres domiciles en maisons de Dieu. Il semble que c'était comme ça aux temps anciens, que Jésus et Mahomet n'avaient pas nécessairement prêché dans des temples ou bien dans des mosquées, dans des églises. Alors, dites-nous, monsieur Diouf, donc vous personnellement, vous êtes imam, n'est-ce pas? Je ne suis pas imam d'une mosquée. On me confond toujours avec un imam à cause de la façon dont je parle de la religion. Je suis un historien de formation, je suis journaliste et communicateur, et je suis islamologue. Et c'est cet aspect islamologue qui fait qu'on me confond toujours à un imam parce que je parle régulièrement de la religion. Mais donc, je ne dirige pas une mosquée. Oui, mais comme vous l'avez dit, le vendredi dernier, vous n'êtes pas allé à la mosquée prier, vous n'irez pas aujourd'hui. Vous avez sûrement connaissance également de ce communiqué de l'Union musulmane du Togo qui a circulé cette semaine. Le président de l'UMT rappelait cette mesure-là aux imams et autres membres de votre clergé. Effectivement, il y a eu un communiqué de l'Union musulmane du Togo, puisque, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui persistent à vouloir prier les prières régulières, les 5 prières de la journée, et certains même la prière du vendredi. Quand ils ont reçu les échos par rapport à cette information, ils se sont rencontrés, ils ont sorti un deuxième communiqué, parce qu'il y en avait déjà un premier qui demandait aux gens de fermer les mosquées, sauf l'appel à la prière. Un deuxième communiqué pour ramener les gens à l'ordre, puisque effectivement, il y en a qui continuent à vouloir aller prier dans les mosquées. Bien, donc malgré votre foi, vous comprenez que l'urgence du moment commande ces mesures de restriction? Non, ce n'est pas malgré ma foi. C'est ma foi qui me demande de ne pas aller à la mosquée. Parce que c'est là où peut-être il faut clarifier cette situation. Vous avez un journal américain qui s'appelle le Newsweek, qui est paru le 24 mars 2020. Dans un article de ce journal américain, on rend hommage au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à cause de ce qu'il avait dit à ceux qui vivaient avec lui il y a 1400 ans, en leur disant que quand on est en face d'une pandémie ou d'une épidémie, ce que nous appelons aujourd'hui confinement, quarantaine, etc., c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir vaincre la maladie. Quand c'est des Américains qui en parlent, qui sont impressionnés par ce qu'il a dit, c'est curieux maintenant que des musulmans eux-mêmes, par méconnaissance de leur propre religion, en arrivent à croire que avoir la foi, c'est aller défier la maladie.
Parce que parfois, c'est l'interprétation. Non, on ne va pas cesser de prier, parce que quand tu pars à la mosquée, c'est comme si tu as peur d'être contaminé. C'est Dieu qui rend malade, c'est Dieu qui donne la santé. Tout cela est vrai. Mais les gens n'ont qu'à rester chez eux également, attendre que Dieu leur donne à manger. Il ne faut pas qu'ils sortent pour aller travailler, qu'ils soient logiques jusqu'au bout. Dans la religion, le Coran dit clairement, ne vous jetez pas vous-même à votre perte. C'est ça la règle du Coran. Il y a un deuxième principe dans la religion qui nous dit, ne nuis pas à ta personne, ne nuis pas à la personne de l'autre. Ce n'est pas les mosquées qui sont interdites. Ce n'est pas la prière qui est interdite. La mosquée est devenue un endroit par lequel la contamination peut se faire. Et les preuves sont là. En Corée, une bonne partie de ceux qui ont contaminé la population l'ont fait à partir d'un lieu de culte avec un pasteur. En France, même chose. Au Burkina, c'est venu par un pasteur. Donc les lieux de culte sont incontestablement des endroits à partir desquels la contamination peut se faire. Mais en ce moment, il est tout à fait logique, il est tout à fait islamique qu'on dise aux gens, restez chez vous par crainte de venir prendre la maladie au niveau de la mosquée, tout comme par crainte de venir apporter la maladie au niveau de la mosquée, ce qui revient au principe dont j'avais parlé tout à l'heure. On ne peut pas donner un autre argument d'un point de vue islamique pour dire qu'on doit aller à la mosquée aujourd'hui. Merci. Je disais tantôt, même si je parlais en pointillé, que malgré la mesure annoncée par le gouvernement, certains lieux de culte, aussi bien traditionnels que certaines mosquées, temples, églises, auraient été également ouvertes ces derniers jours. Alors vous, islamologue Diouf, qu'avez-vous à dire en termes de rappel à vos coreligionnaires? En fait, il y a plusieurs choses à dire. La première chose, l'islam n'existe pas au Togo seulement. Parce qu'il faut savoir regarder quand même à travers le monde et comparer. L'Arabie Saoudite, vous avez là-bas la Kaaba. Quand nous prions, on s'oriente vers la Kaaba. Vous avez aujourd'hui un phénomène extraordinaire. Quand vous regardez les télévisions saoudiennes, on vous montre la Kaaba qui est totalement vide. Alors que cette Kaaba n'est jamais vide, ni de jour, ni de nuit. 24 heures sur 24, vous avez des gens de tous les pays du monde qui tournent autour de la Kaaba. Pourquoi il n'y a plus de gens là-bas? Alors que quand on prie, c'est vers là-bas qu'on se dirige. C'est à cause du coronavirus. C'est à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. Si les gens partent en Arabie Saoudite et reviennent, mais on se met à propager le virus partout dans le monde. Les médecins vont soigner fatigués, on va multiplier les patients. Ça va ressembler à cette œuvre qui ne finit pas et qu'on recommence de façon éternelle. Donc, il ne faut pas qu'on croie que c'est un problème togolais. Ce n'est pas un problème togolais. Ce n'est également pas un problème avec l'État du Togo. Ce n'est pas un problème avec les imams. C'est une réalité qui est là, qui est concrète, qui met en danger ta vie toi-même et la vie des autres. Et comme tout le monde le sait, les religions considèrent la vie comme étant quelque chose de sacré. Dans l'islam, un des premiers principes de la charia, qui est la base fondamentale de cette religion, c'est la préservation de la vie. Et ici, c'est dans ça qu'on est. C'est pourquoi vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez en Turquie, vous allez au Burkina Faso, mais tous ces pays ont fermé les mosquées. Et ce qui est plus intéressant, dans une bonne partie de ces pays, c'est les imams et les connaisseurs de la religion qui se sont réunis entre eux, qui ont pris la décision de la fermeture des mosquées. Ce n'est même pas l'État qui l'a pris. Pour que les gens comprennent qu'en fait, ce n'est pas une affaire de décision d'État ou pas, c'est une nécessité. C'est un devoir religieux aujourd'hui de prier chez soi au lieu d'aller prier à la mosquée en courant le risque de prendre la maladie, en courant le risque également de participer à la transmission de cette maladie. Merci. C'est également pour éviter que, en allant prier, les chrétiens catholiques ne se contaminent, que le Saint-Père a pris la décision douloureuse de fermer la basilique Saint-Pierre de Rome, qui est également vide. Et un ami m'informe à l'instant que, pour ceux qui connaissent la Bible, dans le livre d'Isaïe, chapitre 26, versets 20 et 21, il est également dit que dans des situations exceptionnelles, les chrétiens ne se voient pas toujours obligés d'aller communier en grand nombre. Chacun peut continuer à vivre sa foi dans son fort intérieur. Merci Mamadou Diouf d'être passé, nous passer cette information par votre voix. Je ne sais pas si les propos de notre ami Diouf suscitent quelque chose chez vous, Marc ou bien Thierry. Non, ce que ça suscite chez moi, c'est qu'il faut rappeler constamment à que ce soit les imams, que ce soit ces pasteurs indélicats, qui pour beaucoup
le font aussi pour des raisons pécuniaires. Ceux qui continuent par ouvrir leurs églises, leurs mosquées le font pour des raisons pécuniaires. Il faut les rappeler à la raison, leur dire, et ça je pense que c'est à tous les compatriotes, parce que si beaucoup savent aujourd'hui que la maladie existe, beaucoup doutent encore du fait que cette maladie existe et que ce soit une réalité dans notre pays, et donc leur rappeler que la maladie existe, première chose. Mais seconde chose, demander à la police des cultes, à la police simplement de faire son travail. Parce que c'est ça aussi, il y a certaines décisions qui sont pour moi anodines, avec lesquelles on met tout ce qu'il faut comme arsenal pour mettre cette décision en application. Mais quand il y a des décisions qui en vont de la santé publique, comme la fermeture des lieux de culte par exemple, et qu'il y a des récalcitrants qui malgré tout veulent ouvrir ces lieux de culte, il faudrait que la police, la gendarmerie, en tout cas les forces de sécurité soient mises à l'ordre, soient mises à contribution pour que l'ordre revienne. Je pense qu'on risque d'arriver là si effectivement les députés consentent d'accorder les pouvoirs exceptionnels au gouvernement qui sera autorisé à gérer la crise par des ordonnances. Nous avons quand même foi qu'en gérant l'urgence, le gouvernement saura préserver les droits fondamentaux et inaliénables des citoyens. Oui, bien avant que les députés ne se prononcent, j'ai l'impression que dans ce pays, les décisions du gouvernement manquent de fermeté. Pourquoi je le dis? Parce que à chaque fois qu'on prend des décisions, leur application souffre toujours. Et on attend tout, je ne sais pas. Ça dit que depuis que d'abord, et il y a cette erreur-là qui est commise le vendredi dernier, quand le gouvernement a pris la décision qu'il n'y aura plus une circulation interurbaine, et les forces de l'ordre ou les militaires qui ont été déployés pour faire respecter cette disposition-là n'ont pas été suffisamment sensibilisés sur ce qui devait être fait. Et puis, la décision a été prise et beaucoup ont été surpris. La décision a été annoncée par le ministre Foli Bazi Katari au nom du gouvernement le vendredi à 20h, alors que la mesure entrait déjà en vigueur le lendemain samedi à 20h. Voilà. Et pour ne pas, ça pose un problème des décisions du gouvernement. Non seulement, on ne met pas cette décision en débat, c'est-à-dire, il n'y a pas des experts pluridisciplinaires qui jugent même de la pertinence et de l'utilité de cette décision. Première chose. La seconde chose, il n'y a pas de cohérence dans les décisions. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, on parle, s'il faut aller en confinement, on prend des mesures drastiques sans les accompagner de mesures. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, la ville de Lomé ne produit rien. Tout ce que nous consommons dans une ville comme Lomé, par exemple, soit vient de l'intérieur du pays, vient du Ghana, du Bénin ou du Nigeria voisin. Ou encore, pour ce qui est importé, vient du port autonome de Lomé. Donc, il y a aussi nos voisins de l'Interland. Oui, de l'Interland. Et quand vous bouclez une ville comme Lomé, d'abord même, qu'est-ce qu'on met dans le bouclage? Est-ce que c'est la circulation des biens? Est-ce que c'est la circulation des marchandises? Qui peut passer? Le comité du gouvernement était clair. Le transport de marchandises était exempté dans cette mesure. Oui, mais qu'est-ce qu'on met dans le transport de marchandises? Parce que moi, je connais plein de chauffeurs qui font dans le transport de passagers et de marchandises. Est-ce que ces véhicules passent finalement? Parce que quand le gouvernement prend une décision au haut niveau, il faudrait que ceux qui sont chargés de son exécution, le ministère des Transports, le directeur des Transports routiers, expliquent à la population. Et on ne peut pas prendre ce genre de décision et le mettre en application 4 heures après. C'est ça aussi. Vous savez, c'est vrai que nous sommes en crise, mais il faudrait que un autre exemple. Récemment, un maire a pris la décision la veille, alors que des dames avaient déjà approvisionné le marché pour animer le marché le lendemain, a pris la décision contre toute attente de fermer le marché. Donc, il faut donner le nom du marché, le marché d'Adidogom. Sans même vous avez vu tout le donner la possibilité aux gens de cette contrée-là de s'approvisionner avant éventuellement de fermer ces marchés. Et donc, c'est vrai, le gouvernement doit prendre des mesures. C'est vrai que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Mais il faudrait que, et les maires, parce que vous savez, on les a élus aujourd'hui, qu'on a besoin d'eux, on a du mal à les retrouver. Que les maires, que le gouvernement, que les députés, que chacun fasse son travail. Nous sommes en situation exceptionnelle. Mais les mesures doivent être discutées. Leur pertinence doit être avérée pour qu'ils puissent être facilement suivis. Marc, vous relevez des incohérences
dans les mesures prises par le gouvernement, alors que Thierry Afan que lui met plutôt l'accent sur le manque de fermeté. En plus de ça, il y a autre chose. Et d'abord, je rappelle l'article de Canard Indépendant qui nous rappelle que nous, les Togolais, nous avons du mal à nous défaire de nos habitudes. Mais comment on peut se défaire de ces habitudes s'il n'y a pas de fermeté, s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, comme l'a dit Marc. S'il n'y a même pas de communication autour. De la part de ceux dont on attend la fermeté, à savoir les forces de sécurité et de défense. Eux-mêmes, on les lègue dans la circulation sans les mesures de protection. Oui, on les expose. Depuis Casablanca jusqu'à Diego. C'est un autre débat. Les frontières clandestines. Et à ce niveau-là, toujours le canal indépendant qui relève fermeture des frontières terrestres, les forces de sécurité montent un nouveau business. Alors, c'est un racket qui ne dit pas son nom. Et les gendarmes, et les policiers, les militaires placés là prennent de l'argent. 2000 francs par personne. Jusqu'à 5000. Mais, et ça se passe la nuit. On attend à une heure donnée. Et qui n'a pas d'argent, lui, il est tabassé, empêché de passer. Alors Thierry, c'est vous qui parlez de fermeté, mais ceux qui doivent symboliser la fermeté, voilà ce qu'ils font. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, on manque d'autorité dans toutes les prises de décision. Donc, il faudrait à un moment donné que le chef de l'État de temps à autre, comme il a fait en tout cas pendant la période de la campagne électorale, descende sur le terrain. Je l'ai dit tantôt que il pouvait faire un tour au CHR Lomé commune pour constater en tout cas lui-même. Parce que à chaque fois on vient, on lui présente des papiers, on lui fait le point que voilà tant. Mais quand on débloque les moyens, est-ce que ces moyens-là sont véritablement utilisés pour les besoins pour lesquels les fonds ont été débloqués? Malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait sur le terrain. Et à chaque fois, nous avons attiré l'attention de l'autorité sur ces faits-là, mais ça continue. Ça continue. Nous voulons un changement dans la gouvernance. Voilà que cette crise-là, en tout cas, c'est l'occasion pour le chef de l'État de repenser le système sanitaire de notre pays. Il faudrait que lui-même soit au devant, sinon tout ce qu'on lui a présenté et il pourra passer les commandes en matière de matériel. Mais on se connaît dans ce pays et ces matériels là peuvent arriver et se retrouver dans les cliniques des uns et des autres. Non, moi je connais même qui s'en délectent déjà quand le gouvernement a annoncé les 2 milliards parce qu'ils savent qu'une grosse partie de ces 2 milliards va aller dans leur poche. Ces fameux 2 milliards, c'était depuis le lundi 16 mars, si je ne me trompe, qu'en Conseil des ministres extraordinaire, la somme là avait été annoncée comme débloquée pour parer aux mesures d'urgence. Depuis, dans ce studio et personnellement, nous cherchions à comprendre qu'est-ce qu'on appelle mesures d'urgence et à quoi ces 2 milliards là doivent être investis. Jusqu'à présent, c'est silence radio. Non, vous savez, c'est pour ça qu'il faut appeler le chef du gouvernement à sa responsabilité. C'est lui le premier qui a organisé une conférence de presse pour nous dire que le Togo connaît son premier cas de coronavirus, même si à l'époque, plusieurs en avaient douté. Il faudrait qu'en tant que chef du gouvernement, il prenne ses responsabilités et qu'il nous dise les 2 milliards, d'abord, sur quel budget, c'est-à-dire sur quelle prévision le gouvernement a décidé d'octroyer ces 2 milliards-là et qu'est-ce qui entre dans ces prévisions-là et quelle sera l'exécution réelle aujourd'hui. Parce que je connais des médecins qui sont préposés au CHR et donc qui sont censés accueillir ces malades de coronavirus qui ont commencé par se plaindre déjà du manque d'intrants pour leur travail. Et donc, il faudrait que le chef du gouvernement prenne sa responsabilité et qu'il vienne dire à tous les Togolais, ces 2 milliards-là, puisque ce n'est pas de l'argent du gouvernement, c'est de l'argent de nous tous. Nous tous, nous payons nos impôts, nous avons le droit de savoir ce que ces 2 milliards vont servir à faire. Merci. Alors, autre habitude, déjà, le gouvernement a fermé les écoles. A priori, c'est pour que les enfants restent à la maison, à l'abri de risques. Mais on voit ces enfants dans les rues, ils jouent au ballon, ils s'amusent.
Certains se sont transformés en vendeurs ambulants dans le carrefour. De gants et de masques. Et les parents ne disent rien, et même l'État ne dit rien. Autre chose aussi, autre habitude que nous avons, les institutions de microfinance avec le produit de tontine. Et puis, ce matin, j'ai encore vu des collectrices circuler les mains nues. Elles n'ont même pas de bavette, qui circulent de maison en maison, d'étalage en étalage, pour collecter l'argent. Alors, moi, récemment, j'étais encore à la Copec Solidarité, et c'était le même qu'eux. Il n'y avait pas les distances de sécurité, il n'y avait pas de protection ni pour les agents, ni pour les clients qui étaient là. Non, c'est pour dire, surtout par rapport au cas des élèves. C'est vrai qu'on appelle le gouvernement et les autorités à prendre leurs responsabilités, mais les parents aussi doivent également prendre leurs responsabilités, parce que nous sommes face à une crise sanitaire sans précédent. Si l'école, parce que les enfants doivent normalement en cette période être à l'école, et si les écoles ont été fermées, c'est pour que ces enfants restent à la maison. Et les parents doivent prendre leurs responsabilités pour que leurs parents restent à la maison. Déjà que nous n'avons pas un système sanitaire à même de nous aider. Si jamais nous en arrivons à une véritable épidémie, les parents doivent prendre les responsabilités, parce que la santé de leurs enfants est de leur responsabilité. Merci. Oui, mais par rapport au fait que il ne doit plus avoir d'attroupement ou respecter la distanciation d'un mètre, je crois que il y a certaines structures de la place qui ont anticipé. Ils ont demandé à leurs clients de faire les opérations à partir des numéros Timoni et Flous. Je crois que les autres aussi peuvent s'inspirer de cela pour que on puisse. Il faut citer les noms de ceux qui font bien, d'autant que nous parlons de ceux qui sont. Oui, là je veux parler de la TDE qui a sorti en début de semaine un communiqué dans ce sens-là. Je crois il revient aussi à la Sûreté de procéder de la même façon. Certaines banques aussi ont sorti des communiqués. Voilà, il y a même la BOA ils ont sorti des communiqués. Il faudrait que les uns et les autres puissent. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vrai, depuis le début de la semaine, le gouvernement a envoyé des gens sur le terrain pour la communication, pour maximiser la communication autour de la chose. Vous en avez reçu plusieurs personnalités. Nous avions commencé avant même que le gouvernement ne se mette dans la danse. Voilà, mais il faudrait que ces personnalités aussi qu'on envoie pour passer le message puissent mesurer tout ce qu'ils sont en train de véhiculer. Parce que il y a des gens, pour des raisons politiques, et que les gens ne veulent plus écouter ou en qui les gens ne font pas confiance. Donc, quand en cette période de crise, vous envoyez encore de ces personnalités-là sur le terrain pour communiquer, je parie que le message risque de ne pas passer. Il nous faut des spécialistes, des gens qu'il faut. Tout ça là, je crois que il y a des structures de communication dans le pays. On peut les approcher et on va organiser les choses pour que véritablement le message puisse passer. Ça me rappelle également mon cours de première année à l'INSEE, où on nous apprenait que le message passe autant par le contenu du message que par la personne qui passe le message. Si vous envoyez des gens en qui le public n'a pas confiance, ne soyez pas surpris que le message aura comme de l'eau versée sur les plumes d'un canard, comme on dit. Mais revenons également à ceux qui ont commencé à bien faire. L'ambassade des USA a publiquement informé qu'elle fermait ses services. Il en a été de même à la BOAD, à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui s'ajoute à ce que Thierry a cité. Mais revenons à nos chers instituts de microfinance. Comment est-ce que vous pouvez imaginer, non seulement d'après ce que Marc Abouflan dit avoir relevé... Et il a fallu aussi que les confrères crient par rapport à une situation au niveau de Mèche Amina. Voilà ce que nous ne voulons plus en 7 ans de crise-là. Le ministre n'a pas à recevoir les gens chez lui au bureau. Nous voulons qu'on nous dise ce qui se passe réellement sur le terrain.
C'est vrai qu'on lui a donné les garanties comme quoi les dispositions sont prises pour que les employés puissent disposer de ce qu'il faut en cette temps de pandémie. Mais est-ce que depuis là, le ministre est allé constater si véritablement ce qu'on lui a dit est d'application sur le terrain? Que la vérité sur la société Meshamina ne se trouvait pas dans le bureau. Non. Et puis ça, excusez-moi, nous avons au Togo des particularités incompréhensibles. Nous sommes le seul pays qui a un rhumatologue avéré, un professeur avec beaucoup d'années d'expérience, qui pendant une pandémie est dans son bureau. C'est quand même, je ne sais pas, c'est quand même inexplicable que vous ayez l'un des meilleurs médecins du pays qui soit ministre de la Santé et que pendant qu'on a besoin de lui sur le terrain, il est dans son bureau. L'autre fois quand on l'a vu, c'est à l'aéroport pour réceptionner le... Moi j'ai du mal à expliquer ça. Peut-être qu'il coordonne l'action des différents... C'est vrai que, mais vous savez, aujourd'hui, la chance, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les médias, on peut voir ce qui se fait dans les autres pays. On peut suivre. Merci. Et les administrateurs ne sont pas restés au bureau pour coordonner. Et le médecin, qui est censé donner un coup de main, appuyer même, ses collègues qui sont au front, lui, il est au bureau. Et c'est au bureau qu'il reçoit. Alors que, ça se permet de terminer. On parle de la zone franche de la société Amina. La société Amina n'est pas la seule société de zone franche au Togo où il y a une proximité dans le travail entre les gens. Il y en a encore plusieurs. Maintenant, quelles sont les mesures prises dans cette société? Je ne sais pas si le fait d'avoir rassuré le ministre dans ces bureaux-là font que nos compatriotes qui sont dans cette société, en tout cas, sont dans de meilleures conditions. Et tout ça, c'est extrêmement inquiétant. Nous avons relevé les incohérences dans la mesure du gouvernement, le manque de fermeté, mais également la discipline, voire l'autodiscipline. Encore une fois, nos institutions de microfinance, en qui nous faisons confiance, mais elles ont également le devoir sacré de protéger leurs agents. Je trouve que c'est particulièrement imprudent d'envoyer de pauvres jeunes dames et jeunes hommes, les mains nues, sans bavette, circuler de maison en maison, d'étalage en étalage, pour collecter l'argent. Si nous sommes là, nous pourrons toujours faire nos collectes. Mais pendant que nous sommes ici, un clin d'œil à nos frères et sœurs en conflit avec la loi qui sont en prison. Leur question est déjà revenue ici cette semaine. Et je suis heureux de lire à la page 3 du Forum de la semaine que les autorités veulent mettre les prisonniers à l'abri du virus. Seulement, je n'ai pas vu comment ça va se faire. Heureusement que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de contamination locale. Ça commence pas à arriver. Alors là, il faut réfléchir. Pour la contamination locale, moi j'ai des inquiétudes. Le Togo est l'un des rares pays où la courbe d'évolution de la maladie n'est pas crescendo comme dans tous les autres pays. Qu'on nous dise que tous les 24 premiers cas n'ont pas eu de contamination jusqu'à ce jour. Je ne sais pas. C'est le premier cas à contaminer 5 autres. 5 autres. Oui. Je pense que tous les autres cas importés ont dû forcément avoir. Je ne veux pas être apôtre de mauvais augure. Ont dû forcément avoir des contacts locaux. Est-ce que tous ces contacts-là sont véritablement suivis? Je pense que nous avons le gouvernement a un devoir d'information par rapport à nous. Et le ministre de la Santé doit faire son travail en cette période. Le ministre de la Communication aussi, puisqu'il fait partie du gouvernement. Ils doivent communiquer les mesures qui sont prises. Le nombre de personnes suspectées aujourd'hui, ces personnes-là, s'ils sont mis en quarantaine, en isolement, quelles sont les mesures de suivi pour que chacun puisse se rendre compte au jour le jour de comment évolue la maladie. C'est dire que nous sommes en situation de guerre et en situation exceptionnelle. Communication exceptionnelle sans tabou, avec toute la transparence. Autant les gens sauront effectivement la situation dans le pays. Peut-être que c'est ce qui va nous amener à prendre conscience que le péril est vraiment réel, Thierry, et que ceux qui continuent à se la jouer avec désinvolture se rappellent eux-mêmes à la raison. Oui, nous devons prendre conscience de ce qui se passe et laisser de côté
laissé de côté. J'ai vu en début de semaine une image de Monseigneur Bariga, l'archevêque de Lomé, qui sur une photo et sensibilisait aussi. Je crois que vous, les responsables religieux, les chefs traditionnels, les uns et les autres, les leaders d'opinion aussi doivent se jeter pour que cette sensibilisation-là... Merci, monsieur. Notre ami Diouf fait sa part, d'où sa présence dans ce studio. Alors, on m'annonce de façon exceptionnelle que docteur Michel Kodom est en ligne. Bonjour, docteur. Alors, docteur Kodom. Allô? Oui, bonjour, docteur Kodom. Bonjour. Bon, dites-nous d'abord, où est-ce que vous vous trouvez actuellement? Je suis présentement à la maison, en auto-isolement. Et pourquoi? Parce que justement, je suis rentré le 17 mars 2020 sur le vol Air France. Et donc, arrivé à l'aéroport, les autorités aéroportières nous ont conduits dans nos domiciles respectifs pour identifier d'abord nos domiciles et donc nous insigner l'ordre ferme de rester donc en auto-isolement dans nos maisons. Donc vous vivez votre auto-isolement chez vous à la maison? À la maison depuis le 17 mars, le mardi surpassé. Et est-ce que votre épouse et vos enfants et vos domestiques sont autour de vous? Effectivement, ils sont autour de moi. Ils sont à la maison, mais on évite au maximum le contact physique. Et c'est quoi votre activité au jour le jour, depuis le 17 mars? Depuis le 17 mars, je voulais vraiment dire que, à brebis tendue, Dieu mesure le vent. Je me suis donc converti en activiste et je fais les vidéos chaque matin pour sensibiliser la population. Et je coordonne donc les activités de M-Afrique sur tout le territoire avec les bureaux de coordination dans les savanes, Cara, Plateau, Maritime et Centrale à travers donc le WhatsApp, le téléphone et donc les TIC. Et donc c'est ça que je fais. Et moi je suis obligé de respecter les consignes du gouvernement parce que justement chaque matin et soir les équipes de suivi passent pour passent pour la prise de température et l'interrogatoire. Je n'ose pas vous demander ce qu'ils vous disent. Alors, ce qu'ils nous disent... non, à vous personnellement, sur l'évolution de votre état personnel. Alors, pour mon cas, j'avoue que je suis rentré le mardi et on nous a fait monter dans les bus affectés à l'aéroport. Il y avait donc les policiers, les gendarmes qui nous ont conduits dans nos maisons. Je vous ai dit, donc moi je rentrais très tard, autour de 2 heures, et donc j'étais très fatigué et puis anxieux. Parce que ça, s'il faut le dire, sur le vol, on était environ 200. Je n'ai pas le chiffre exact, mais environ 200, voire plus. À peine le quart des passagers avaient un cache-nez. J'avais un copain à l'aéroport de Genève, parce que j'ai quitté Genève, j'ai transité par Paris. Je lui ai dit, mon cher ami, parce que c'est un Togolais que je connais ici, je te donne une bavette, un cache-nez, porte ton cache-nez. Il était hésitant, mais finalement, il a accepté. Et je vous dis, de Genève, c'était quand même, il n'y a pas beaucoup de personnes qui portaient. À Paris également, sur le vol, c'était la même chose. Et tenez-vous bien, hier, le cas qui a été confirmé était justement sur notre vol de Air France du 17 mars. Alors, moi, lorsque j'ai vu l'ambiance sur le vol où les gens n'avaient pas le cache-nez, j'étais très, très, très inquiet. Très inquiet parce que j'ai des amis en Suisse qui m'ont parlé un peu de la situation à l'hôpital universitaire de Genève. Donc moi j'avais pris, c'est vrai, mes précautions, mais n'empêche, j'ai eu de violents maux de tête parce que j'ai fait 2 jours d'insomnie. J'étais obligé d'appeler l'équipe de suivi pour leur demander que, écoutez, ça ne va pas chez moi parce que j'ai des maux de tête, j'ai pas de fièvre, j'ai pas mal à la gorge, mais j'ai des maux de tête. Et je n'ai pas de difficultés respiratoires. Venez quand même faire un test chez moi parce que je ne comprends pas. Je pense que psychologiquement, j'ai des soucis. Et ils sont venus effectivement me faire un test au coronavirus. Et c'était le jeudi. Et donc, le résultat est sorti le vendredi. Le premier test est négatif, Dieu merci. Mais ils m'ont dit qu'il y aura un second test qui sera donc effectué au 14e jour.
Donc, psychologiquement, je me sens très soulagé. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fallait peut-être faire à tous les passagers venant donc de l'Europe dans les pays à forte contamination. Et malheureusement, ce n'est pas fait. Mais ce qui a été fait en nous isolant, c'est quand même un pas, mais on pouvait faire mieux. Merci. Ceci dit, moi, je suis aujourd'hui psychologiquement bien parce que je ne vais pas faire à la clinique, mais je suis à la maison et je travaille beaucoup parce que chaque jour, j'essaie de passer le message à travers les vidéos. Donc, vous n'êtes pas inactif et votre moral est bon. Mon moral est très bon parce que justement, le corps médical aujourd'hui doit faire un gros effort, se motiver, savoir pourquoi nous avons choisi d'être agent de santé, parce que c'est maintenant qu'il faut montrer tout ce dont on est capable, et je dois donner l'exemple 1, en s'auto-isolant comme recommandé, et 2, en motivant mes collègues pour dire, écoutez, c'est maintenant qu'il faut montrer tout notre engagement à notre sacerdoce et le respecter. C'est un état d'esprit, mais il faut se le rappeler. Merci à vous, docteur Serge Michel Kodom, votre témoignage qui est un plus à cette émission. Et vous m'amenez à me rappeler un autre cas. Lui, il est rentré le jeudi 19. Il est également en auto-isolement depuis. Nous espérons et nous prions que vos 14-15 jours finissent et que vous nous rejoignez en bonne santé. Nous avons besoin de vous. Monsieur Saf, oui. J'ai un petit témoignage encore à apporter si vous voulez bien. Allez-y rapidement, en 1 minute. Alors, très rapidement, je voulais donc dire que hier, il y a un petit problème. Les patients appellent les médecins pour dire, voilà, nous sommes malades, mais ils ne disent pas la vérité. Il faut le dire, c'est-à-dire on a reçu des malades qui ont commencé l'automédication à la chloroquine. Et malheureusement, ils biaisent. Ils ne disent pas qu'ils ont des difficultés respiratoires, tout ça. Ils biaisent, donc ça pose beaucoup de problèmes. Ça, il faut le dire. Lorsque vous êtes malade, disez la vérité. C'est pour votre bien. Ne cachez pas le mal. C'est ça que je voulais dire. C'est ça qui m'a amené à appeler aujourd'hui, parce que hier, nous avons reçu 2 cas à la clinique. Aujourd'hui, les équipes sont venues faire le prélèvement. Heureusement que nous avons pris toutes les dispositions. Dites plutôt que votre clinique a reçu 2 cas, puisque vous-même, vous n'y étiez pas physiquement. Oui, mais déjà à minuit, j'étais sollicité. On m'appelait pour qu'on coordonne tout ça. Et Dieu merci, toutes les dispositions étaient prises en termes de protection du personnel. Et les patients sont dans les salles d'isolement qu'on avait déjà prévues. Aujourd'hui, Dieu merci, la directrice du district a dépêché une équipe où un prélèvement a été fait sur ces 2 patients. On prie vraiment que ces résultats soient négatifs, mais ceci dit, c'est pour remercier aussi la promptitude par laquelle l'équipe de liaison du district a intervenu pour que le prélèvement soit fait. Parce que nous n'avons pas pour le moment de test de diagnostic rapide. Merci à vous, Serge Michel Kodom, pour votre témoignage. Nous allons nous ouvrir sur les auditeurs rapidement, mais Monsieur Diouf, je souhaiterais que vous réagissiez suite au témoignage de Dr Michel Kodom et tout ce que nous avons rappelé comme les mauvaises habitudes que nous continuons à garder malgré les mesures prises par le gouvernement. En fait, j'ai l'impression parfois que ceux qui ne prennent pas de précautions ne mesurent pas l'ampleur actuelle de la pandémie et ne se rendent pas compte que ceux sur qui on compte le plus, c'est-à-dire les médecins eux-mêmes, sont en train d'être esselés par cette pandémie. La deuxième chose, un de vos confrères l'a dit tout à l'heure, vous avez malheureusement jusqu'à présent des gens qui n'y croient pas. Malgré toute la communication qui est faite, vous avez encore des gens qui considèrent qu'il y a des complots, il y a des ceci, il y a des firmes pharmaceutiques derrière, etc. Et ça rend encore les choses beaucoup plus compliquées parce que la personne va se cacher derrière ça pour croire qu'il ne se passe rien. Ce qu'il faut dire clairement aux gens, la pandémie est bel et bien là, avec des chiffres pas au Togo seulement, presque dans tous les pays du monde. Il y a à peu près une 15aine de pays pour le moment qui échappent et qui échappent entre guillemets, parce que c'est les chiffres officiels comme on dit. Donc que chacun prenne ses précautions pour se protéger, pour protéger sa propre famille, pour protéger également les autres. C'est le minimum que chaque citoyen doit faire aujourd'hui pour contribuer un tant soit peu à la lutte contre cette pandémie-là. Merci, merci. Ça se plaçait juste un mot par rapport au rappel de Dr Kodom
sur la prise de la chloroquine. Je crois que le professeur Majesté Iwuateba a bien précisé cela, parce que il disait, je le cite, nous précisons que si la chloroquine finalement devient le médicament miracle, ça ne sera pas un médicament laissé à la portée de tout le monde. Il faudra l'avoir sur prescription médicale, et cela ne peut être administré que sur prescription médicale et dans des conditions particulières et dans des particuliers. C'est très important. Il faut éviter l'automédication et c'est très important parce que les gens, parce qu'on a parlé de chloroquine, les gens s'affolent et tout le monde cherche à avoir. Et encore qu'il faut s'assurer que c'est le bon chloroquine. Voilà. Il a dit. Faux médicament. Il a dit parce que si vous en prenez trop, le corps développe autre chose. Si jamais vous vous retrouvez avec le virus, quand on va l'administrer, ça risque de ne plus être efficace. Merci. C'est très important. Le 22 21 33 74, le 22 20 19 68. À votre disposition, Thierry Afankwe, Marc Abouflan et notre ami l'islamologue Mamadou Diouf. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Allô? Allô. J'ai 2 points à soulever. Vous avez juste un point parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui attendent. Allez rapidement, s'il vous plaît. Je peux le soulever un peu de temps, n'est-ce pas? Je n'ai pas suivi toute l'émission, mais je ne sais pas si vous avez parlé d'une première incongruité que nous avons constatée au niveau de la communication. On nous dit qu'un patient qui est au CHR, qui a été isolé au CHR, est décédé, mais on nous dit que ce n'est pas du coronavirus. Je ne sais pas comment cette magie est possible. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point-là? L'ami Yohann, nous avons déjà beaucoup débattu de cette information, de ce sujet ici. C'est nous qui avions annoncé, mais nous sommes revenus recadrer avec l'information officielle. On s'en tient là jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau développement avéré. Au suivant, bonjour, Alex. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Je salue tout le monde sur le plateau. Nous vous saluons aussi. Je voulais vous apporter cet apport par rapport à l'auto-isolement. Je pense que le gouvernement doit faire encore un peu plus d'efforts pour permettre aux citoyens de rester à la maison. La fois dernière, on vient d'apprendre que l'ANSAT a ouvert ce magasin dans l'intention de pouvoir mettre les produits à la disposition de la population. Mais les prix sont comment? Toujours chers. Aujourd'hui, la plupart des populations sortent parce qu'ils veulent aller chercher ce qu'ils doivent manger. Si aujourd'hui, l'État demande à l'Assemblée de le permettre de prendre telle précaution, nous sommes d'accord, mais dans quelles conditions? En poussant les citoyens à sortir pour chercher à manger, courir, vous venez de dire les microfinances qui sont tous les jours derrière la population, qui veut récupérer les fonds qu'ils ont déjà fait comme crédit, la société qui réclame son argent, tout le monde qui passe par ce côté, cette population qui doit tout ça à ces gens, comment est-ce qu'il peut s'auto-isoler? Donc, je voulais appeler le gouvernement. On sait qu'il fait beaucoup, mais il faut qu'il s'investisse encore sur ce plan-là pour permettre aux gens, parler aux microfinances, que ces moments sont des moments précieux et qui permettent à la population de se calmer en attendant de se préparer dans l'intention de trouver leurs fonds pour leur payer. Merci. La société qui permettre aux gens, à ce moment, ce n'est pas la peine de couper les courants pour nous. Mais ainsi de suite, comme c'est ça. Merci. Et d'autres personnes souhaiteraient également que l'État paie le salaire. L'État et les employeurs privés qu'ils paient le salaire du mois de mars pour permettre aux gens de s'approvisionner avant de passer éventuellement en confinement si l'État le décidait ainsi. Le suivant, bonjour. Bonjour, ça c'est monsieur? Dans l'été. Dans l'été, nous vous écoutons. Vous imaginez que dans ce moment crucial de la vie de notre pays là, les policiers se sont mobilisés au niveau du feu rouge Badago pour arrêter les immigrants encore. Allô? Oui, nous vous suivons. Je me demande si c'est une bonne idée ça. Les immigrants ont fait quoi? Pardon? Les immigrants ont fait quoi? Non, ils arrêtent parce que peut-être ils auront brûlé le feu rouge. Je croyais que vous aviez les raisons certaines pour lesquelles ils sont arrêtés.
je vous comprends, mais en même temps, coronavirus ne signifie pas qu'on puisse s'accorder des libertés. Le respect du code de la route s'impose encore. Pour lutter contre les virus là, on arrête là, c'est bon ça. Oui, mais en même temps, nous vous comprenons, mais le coronavirus ne dit pas qu'il faut violer les feux de route, parce que en violant les feux rouges, on risque de s'exposer à des accidents et d'exposer les autres usagers également à des accidents. Nous avons parlé discipline, de l'autodiscipline. Le suivant déjà, bonjour. Bonjour, ça c'est... Monsieur Maglo. Oui. Nous vous écoutons. Je voudrais interpeller et l'Assemblée démocratiquement élue et le pouvoir de cesser de nous divertir un peu. Je m'explique, il paraît qu'il y aura une session extraordinaire de l'Assemblée pour, dit-on, donner des pouvoirs exceptionnels au gouvernement, n'est-ce pas? Oui. Alors, je voudrais savoir de quel pouvoir exceptionnel ils ont déjà. Quel pouvoir exceptionnel? Lorsqu'on confine les gens, on dit de ne pas quitter, par exemple, Lomé pour aller à Tchévier. C'est déjà des décisions extraordinaires. Mais au lieu de nous dire que l'Assemblée va se réunir, il vaut mieux qu'ils mettent en œuvre sérieusement les mesures qui ont été prises. Ça vaut la peine que de nous amuser avec cette session extraordinaire de l'Assemblée. Et est-ce que ça vaut même la peine? Est-ce que c'est l'Assemblée qui va donner l'ordre maintenant à l'exécutif au Togo, que nous connaissons très bien? Merci, Monsieur Maglo. C'est la Constitution qui a prévu cela à l'article 86. Ce n'est que le respect de la loi qu'on s'est donné jusqu'à ce jour. Et Thierry? On se demande, est-ce que il le faut, parce que ça violerait eux-mêmes les dispositions aussi quelque part qu'ils ont prises. Et en ce sens qu'on ne dit pas de regroupement de plus de 100, c'est ça? Mm-hmm. Ah, ok. Parce que je parie que ceux qui vont siéger... Bon, parce qu'en France oui, aussi... ils sont 80. Oui, ils sont 80. En France aussi... N'oubliez pas qu'il y a d'autres personnes qui les aident au cours des travaux. Oui, en France aussi, le président Macron avait commencé à annoncer des mesures de restriction avant de donner le vernis légal par la session de l'Assemblée. L'ami Patrick, bonjour. Bonjour. Oui. C'est monsieur Patrick. Nous vous écoutons. Je remercie beaucoup le gouvernement, mais ça manque un peu de choses là. Présentement, ils ont interdit de me jouer, mais dans mon quartier, les jeunes se regroupent, ils continuent toujours à jouer. Et deuxièmement, les gens, quand ils portent casque, ils se moquent de toi. Qu'on nous trompe qu'il y a la maladie. Je ne sais pas exactement comment les gens comprennent au Togo. Si le gouvernement peut faire un effort, vraiment pour diffuser avec une voiture, avec les micros dans les quartiers, ça me ferait beaucoup plaisir. Merci. Cela appelle également les maires dont Marc Abouflan a parlé tantôt, et pourquoi pas les personnes, les leaders communautaires, notamment vous. Je pense que ce travail de sensibilisation, chaque groupe organisé peut se l'attribuer. Nous le faisons déjà, puisque au niveau de la CMT, je participe actuellement à la 4e émission. Je participerai encore à une autre émission. On part à Adidogomé le dimanche. Au niveau de nos sections à l'intérieur du pays, à Ougou, à Tchaoudjo, etc., le même travail est en train d'être fait, surtout pour ce qui concerne d'abord les fermetures des lieux de culte, pour voir les récalcitrants et expliquer le bien fondé, y compris d'un point de vue islamique. Sur les réseaux sociaux également, on ne cesse d'informer les gens sur un certain nombre de comportements à avoir, y compris comment vivre l'isolement, parce que c'est important aussi. C'est pas facile de se retrouver du jour au lendemain sans activité à la maison. Donc nous sommes déjà sur le terrain sur ce plan-là. Merci. Macaboflan, vous l'avez déjà dit, mais les enfants qui jouent dans les quartiers, ces enfants ont quand même leurs parents, il y a quand même le maire de la localité, il y a les chefs quartiers qui devrait quand même veiller à ce que les enfants respectent ce qui a été décidé. Oui, mon interpellation va encore une fois à ce maire-là qui, je ne sais pas, parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait fermer un marché, appeler la décision sur un coup de tête, qu'il y a de ces actes-là qu'il peut poser. Interdire les rassemblements de jeunes qui jouent au ballon dans les rues de son quartier, de sa communauté. Ça, c'est encore possible et ça, je pense que c'est ce qu'on attend beaucoup plus de lui que d'aller fermer tout un marché. Merci, que chacun fasse sa part. Et comme ça, nous serons tous contents. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour, ça. Oui.
À ce jour, moi je vois les ateliers de tresse et de coiffure qui continuent de travailler. Or, on nous a dit de garder 1 mètre de distance entre nous. Est-ce que cela est possible dans ces secteurs d'activité si eux continuent de travailler? Secondo, lorsque nous prenons la fermeture des écoles, est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce que les professeurs d'écoles privées ont mangé pendant 1 semaine? Les revendeuses de nourriture dans leur établissement, ils font quoi à la maison? Lorsqu'on ferme l'aéroport, les agents de voyage, ils mangent quoi pendant 1 semaine? Donc, quand on fait le confinement en rang de 6, moi, principalement, ça m'énerve. Sur ce point que on dit, c'est parce que on n'a pas encore atteint 5000 morts qu'on laisse les gens travailler et d'autres sont là. Merci, ça me dérange. Merci, l'ami Komi. Thierry Afankoui, l'ami voulait dire que le confinement, les mesures gratis ont un prix. Qui va payer cela? Oui, l'État et le secteur privé. Et c'est là où il faut faire appel à l'État-providence. Je crois que l'État togolais dispose des moyens. Il faudrait subventionner des choses comme quelqu'un l'a relevé tout à l'heure, que les prix des céréales au niveau de l'ANSA sont toujours maintenus. Il faudrait subventionner pour que ces prix-là soient cassés, pour permettre à chacun de nous de disposer de ces produits-là. Merci. En France, par exemple, le gouvernement, dans un premier temps, a offert une enveloppe de 300 milliards d'euros pour soutenir les entreprises dans cette période de difficulté. Peut-être que prochainement, si le gouvernement devait avancer dans les mesures, on nous expliquerait comment financer tout cela. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est Sandro. Sandro, oui, vous êtes le bienvenu. Et moi, je voudrais formuler une proposition à votre endroit. Ça serait mieux à vous aussi de prendre quelques dispositions pour essayer d'avoir de nouvelles de ceux qui sont malades à l'hôpital. S'ils peuvent vous donner les combinaisons pour pouvoir accéder à eux, pour qu'on puisse suivre l'évolution de leur état, pour que la population ne s'alarme pas que ça fait quoi. Bon, ça aussi, ça va nous plaire aussi. En deuxième position, nous devons aussi remonter le moral à nos concitoyens, que la maladie, ce n'est pas une maladie de honte. Parce qu'il peut arriver que les gens aient quand même des petits signes et ne voulant pas déclarer sous prétexte qu'on va les soupçonner qu'ils ont ça. Or, vous n'avez rien fait de mal pour avoir ça. Donc, il faudrait que les gens se conscientisent pour savoir que à tout moment, on a le grippe ici en Afrique. Merci, donc, merci. Nous le disons déjà, le coronavirus n'est pas une maladie de la honte. Personne n'est coupable de cela. Et puis également, même si les nombres, les chiffres sont effrayants, le pourcentage des morts, tout calcul fait, c'est tout au plus 5% des personnes contaminées. Ça veut dire que beaucoup plus ont la chance d'en guérir et ils en guérissent au jour le jour. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, mais bonjour, Serge. Oui. Oui, on disait tout à l'heure, mais le confinement a une ardoise. Oui. Mais je demande aux journalistes d'essayer déjà par répertorier les grandes entreprises qui auparavant se fait la joie d'éponger beaucoup de bénéfices dans le pays. Par exemple, Canal+, qu'est-ce qu'il nous fait? Les gens sont confinés à la maison, ils ne peuvent pas libérer au moins. Et certaines chaînes, ça aussi c'est une participation. Il y a les grandes sociétés qui sont là, les grands milliardaires qui sont plus de 100, on nous disait, dans le pays. Il se reste que 500 millions chacune. Vous dressez la liste des milliardaires que vous envoyez au gouvernement. Oui, on leur rappelle ça par vous. Non, faites d'abord la liste, envoyez au gouvernement, puis à nous les médias. Et je vous en prie, les journalistes, essayez de répertorier ça, ça nous aurait aidé. Merci beaucoup. Merci. Heureusement qu'on a quand même le sourire. Bonjour, l'ami en ligne. Oui, monsieur Sass, bonjour. Sylvain Agbaï. Oui, merci. Nous vous écoutons. Et moi, je voudrais demander à l'État de communiquer. L'État ne communique pas. Et pendant les campagnes, je ne sais pas comment les chefs cantons ont fait, peut-être, je ne sais pas, c'est au niveau de l'État, ils ont envoyé leur gongonnet pour gongonner au marché.
Parce qu'à l'intérieur du pays, les gens ne savent pas ce qui se passe. On nous appelle, il faut venir à tel endroit pour me faire un travail. Ils ne savent pas ce qui se passe. Quand tu leur même expliques ça, ils s'en fichent. Donc, il faut que l'État sensibilise plus et donne les moyens aux chefs cantons pour envoyer leurs gongonneurs pour gongonner au marché. Merci beaucoup. C'est pas parce que il faut gongonner pendant les campagnes électorales. Merci. Mais si on va gongonner au marché, combien de personnes au marché vont comprendre le message? Il faut aussi voir, disons, l'efficacité des méthodes que nous recommanderions. Alors, un ami parlait tantôt des femmes qui se font tresser les cheveux. Alors, Marc Abouflan, est-ce que la priorité pour nos femmes, c'est de se faire belle maintenant? Marc? Non, ça... Je sais que vous aimez les femmes. Vous posez une question très pertinente, mais je pense que ce n'est pas la conséquence. En fait, c'est la conséquence du manque de communication dont on parle. Et je le dis encore, quand moi j'ai la chance de rencontrer des compatriotes, beaucoup croient encore que c'est de l'amusement. Beaucoup croient que ce n'est pas du réel, cette maladie. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut accentuer la sensibilisation. À commencer par le gouvernement. Quel est le budget de communication du gouvernement sur la question du coronavirus? Moi, pour le moment, j'ai vu 0 francs. C'est ça aussi. Si le gouvernement ne dit pas, si les maires, les autorités ne sensibilisent pas assez, si les femmes pensent que pour se confiner, il faut aller se tresser, c'est simplement, à mon avis, par manque de communication. Merci. L'ami Noé en ligne, bonjour. Et bonjour, monsieur Sass. Oui. Et moi, j'aimerais dire que au début, l'État a eu des ratés. Et aujourd'hui, ça risque de nous rattraper. Déjà, on dit il y a plus de 137 personnes qui sont disparues. On ne sait pas quel est leur état. Ils sont négatifs ou ils sont positifs. Des gens pareils. Qui sont positifs. Actuellement, se trouvent avec qui? S'il vous plaît, cher ami. Oui. La période est déjà sensible. Nous voulons nous assurer de la fiabilité des informations que nous donnons. Mais hier, c'était un de vos confrères qui avait soulevé ce n'est pas le problème de la presse, s'il vous plaît. Oui. Et ensuite, le malade qui s'est débrouillé à s'enfuir. Quand il est parti, il s'est retrouvé où? Avec qui? On ne sait pas encore. Donc, pour cela, je pense que si les gens ne prennent pas conscience, l'État, lui, doit être ferme. En quoi faisant? Hier, un de vos confrères dit, dans le marché, on peut interdire ce qui n'est pas alimentaire pour que les gens ne soient pas nombreux, pas s'accumuler. Et puis bon, les microfinances et certaines entreprises qui ne veulent pas comprendre. Si l'État est ferme, je pense que 14 jours, c'est rien dans la vie d'une personne. Mais si on laisse le pire arriver avant de prendre cette décision, ou bien si le pire arrive, on ne va pas prendre cette décision. Parce que c'est pas parce qu'on est dans l'informel qu'on va dire, bon, on laisse faire. Et s'il y a le pire, on va laisser toujours faire. C'est ça, il faut voir ça. Merci. Et puis, au moment, interpeller nous tous aux Togolais que quand on nous appelle à travailler pour notre pays, d'être honnête. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, on a, dans telle situation, besoin de l'argent. Mais vous voyez, des détournements que nous avons eu à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça arrange le pays? Ça sert le pays. Ça sert nous tous. Là, merci beaucoup. Akadjao en ligne, bonjour. Bonjour, ça. Oui. Bon. Oh là là, il a attendu longtemps et à présent qu'il a le micro, la communication est coupée. Vraiment dommage pour lui. Au suivant déjà, bonjour. Bonjour. Oui. Laissez Agbogan à l'appareil. Pardon? Je laisse Agbogan. Ah, Maître Agbogan. Oui. Vous êtes le bienvenu. Oui, je vais bien, merci. Je crois que nous sommes beaucoup préoccupés par le cas des personnes détenues. Et nous avons constaté malheureusement que dans certaines prisons de l'intérieur du pays, aucune mesure de protection n'est prise. Même le simple eau à l'entrée pour permettre aux visiteurs de laver les mains n'existe pas. Nous prenons pour exemple la prison de Socoré. Nous sommes en train de mener des investigations pour recueillir les autres prisons où il n'y a pas. À Lomé, je crois que c'est satisfaisant. Toutes les mesures sont prises pour que les visiteurs ne puissent pas infecter les détenus. Et en plus, nous sommes préoccupés par les entreprises de la zone franche. Ils sont plusieurs à Lomé ici qui emploient plus d'une centaine de nos citoyens et qui n'ont pris aucune mesure pour réduire le nombre. Et c'est grave. Tout de suite, j'ai entendu le témoignage du docteur Kodom et j'en étais fier parce que lui, au moins, il est responsable. Il va pouvoir observer le taux
confinement, la mesure d'auto-confinement. Mais il dit qu'ils étaient environ 200 à bord du vol qui les a ramenés. Mais les autres, est-ce que vous êtes sûr? Je crois que vous avez posé le problème plusieurs fois, vos collègues ont posé plusieurs fois ce problème-là. Quand on ramène les gens à la maison, on dit vous-même, confinez-vous et on viendra vous suivre. Ce n'est pas évident. Il y a des gens, excusez-moi, qui ne sont pas responsables. Et c'est dangereux. Je crois que c'est un témoignage quand même qui nous permet de relancer le gouvernement par rapport à ces mesures-là qui ne sont pas vraiment sécurisantes pour la santé publique. Merci. Maître Célestin Gauguin, je comprends la préoccupation du défenseur des droits de l'homme que vous êtes. Et comme Forum de la semaine a écrit que ça a commencé à le mai, gageons que le gouvernement va prendre les dispositions pour mettre en sécurité ceux de nos compatriotes qui sont déjà dans le lieu de détention. Merci beaucoup pour vos appels. Vous nous avez beaucoup enrichis. Nous allons maintenant faire le point ici autour de la table. Thierry? Oui, juste placer un mot par rapport à ce que Maître Agbodjan disait concernant le confinement. Je crois que le gouvernement a fait un effort dans ce sens-là en réquisitionnant l'ancien hôtel Ibis. Maintenant, je ne crois pas que ceux qui débarquent ici, on les confine chez eux. Et maintenant, je crois il y a l'hôtel Ibis pour le confinement. Reste à savoir si toutes les dispositions sont prises pour que ceux qu'on laisse là-bas sont véritablement gardés pendant les 2 semaines et le suivi médical est fait régulièrement en prenant leur température et qu'on les soumette au test également de coronavirus. Vous savez, je pense aussi que le gouvernement doit prendre très prochainement de nouvelles mesures pour limiter la maladie, mais il faudrait que le gouvernement adopte plusieurs principes. La transparence et la communication. La transparence pour que chaque Togolais puisse se sentir concerné par le fait d'éviter la propagation de cette maladie, mais aussi que le gouvernement communique. C'est vrai, je ne vais plus revenir sur le fait que, contrairement à tous les leaders du monde entier, on a entendu les présidents dans les pays, on n'a pas encore entendu notre président, on n'a pas non plus attendu le chef du gouvernement, le ministre de la Santé est inaudible, là où des gens font des conférences de presse chaque 2-3 fois par jour, des fois même, on fait les points chaque heure. Chez nous, on passe une semaine même, on n'a pas de point de presse, on a des mesures qui passent mal et qui sont difficilement compréhensibles par les populations. Je pense que c'est vrai, selon mes informations, le gouvernement va adopter une batterie de nouvelles mesures prochainement. Il faudrait que ces mesures primo soient cohérentes. Ces mesures soient assorties d'une période permettant aux gens de prendre leurs mesures pour suivre les mesures. Et puis, quand on parle de confinement, je ne sais pas si on pourra aller à un confinement général parce que, contrairement à beaucoup disent qu'il faut relativiser l'informel. J'ai entendu un auditeur dire qu'il faut relativiser l'informel. Oui, c'est vrai que si on est malade, on ne pourra pas sortir faire des activités. Mais il y a, je n'ai pas de chiffres, mais je sais qu'il y a énormément, la majorité même de Togolais qui vivotent au jour le jour. Et je connais beaucoup qui, quand ils se lèvent le matin, n'ont pas envie de sortir parce qu'ils savent qu'il y a coronavirus. Mais ils doivent sortir parce que c'est le seul moyen de trouver la pitance quotidienne pour leur famille. C'est aussi ça les réalités. Et quand on va adopter ces nouvelles mesures-là, il faudrait absolument que le gouvernement prenne des mesures d'accompagnement. Merci. Exceptionnellement, nous allons recevoir un compatriote qui est revenu des États-Unis d'Amérique, qui est également en auto-isolement. Bonjour l'ami. Oui, bonjour, ça. Comment ça va? C'est monsieur Bito. Théo Bito. Oui. Ah, mon ami Théo Bito. Comment ça va? Bon retour au pays. Merci. Alors, merci. Dites, vous êtes rentré quand? Samedi. Le samedi dernier. Oui, oui. Et comment vivez-vous votre isolement? Ben ici, je ne suis pas isolé, je suis en quarantaine. Donc, oui, il y a une différence entre isolé et être en quarantaine. Donc, je suis en quarantaine. Dites-nous comment vous vivez votre quarantaine.
Je suis à la maison, je travaille par Internet. Je passe mon temps à beaucoup lire et tout. Je m'ennuie pas tellement. Bon, est-ce que les agents viennent prendre la température et s'assurer de l'évolution de votre état? Ils sont arrivés aujourd'hui, ils ont pris la température aujourd'hui. Bon, j'avoue qu'il y avait eu un problème de communication au début, mais ils sont arrivés aujourd'hui. Et bon, ils font ce qu'ils peuvent, ils font un bon travail. On vous a fait le test? Non, pas de test. Je pense qu'ils m'ont dit que si je sens des signes, je peux les appeler pour le test. Ils n'ont pas fait de test. Moi, ce que je voulais dire, oui. je pense que il faut faire une évaluation vraiment sérieuse de la situation et fermer ce pays-là pour au moins 2 semaines. Fermer carrément. Tout le monde reste à la maison pour évaluer la situation. C'est tellement sérieux. L'armée nigérienne a assez de gros engins et se prépare à une hécatombe. Donc, ce qui se passe, c'est pas des mouvements. Le Togo, le président a fait beaucoup de choses, mais il doit prendre le choix difficile de fermer ce pays pour 2 semaines pour évaluer effectivement l'état de l'infection dans ce pays. Parce qu'il y a les types officiels et les types officieux. C'est important parce que l'histoire va nous juger. Il doit fermer ce pays-là pendant 2 semaines. Tout le monde reste à la maison. Pour évaluer effectivement l'infection dans ce pays, pour éviter des imprévus. La France et les États-Unis ont déclaré le coronavirus comme étant un élément de guerre. Nous sommes en guerre. Il faut que les gens se réveillent. Merci à vous, Théo Bito, qui revient des États-Unis. Je rappelle que ce matin, la contamination aux États-Unis, c'est 85 000 cas. Et c'est le témoignage que nous apporte Théo Bito, qui demande au chef de l'État de fermer, je cite ses paroles, de fermer le pays pendant 2 semaines, le temps de faire l'état des lieux des contaminations. Nous allons devoir nous arrêter là. Au-delà des recommandations faites par le compatriote tout à l'heure, il faudrait juste seulement que le gouvernement soit ferme sur les mesures qu'il a déjà prises. On ferme les frontières aériennes et on fait les frontières aériennes vers les pays à haut risque. Et ça, c'est une décision du gouvernement. Mais tous les jours, moi je vous dis, ce matin même, un avion a débarqué. C'est ça aussi qu'on n'arrive pas à comprendre dans les contradictions du gouvernement. Cohérence et fermeté. De la part de nous citoyens, discipline, autodiscipline. Mais le gouvernement va devoir chercher de l'argent pour financer, disons, le confinement. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on a dites ici, les factures à payer ici, il y a les travailleurs qui souhaitent vivement que le salaire du mois de mars ne leur soit payé avant que le gouvernement ne décrète le confinement éventuel. Et puis il y a aussi quelqu'un qui souhaiterait, il y a des gens qui ont des prêts auprès des banques et qu'ils paient régulièrement tant de guerre que le gouvernement demande aux banques de comprendre la situation et de surseoir au paiement de ces prêts-là. Mais le gouvernement sera suffisamment avisé pour prendre la décision la meilleure ou en tout cas la moins mauvaise. Monsieur Mamadou Diouf, nous avons été heureux de vous avoir à nos côtés. 30 secondes pour votre conclusion. En fait, pour la conclusion, juste 2 éléments. Le premier élément, il faut que tout le monde anticipe. Aussi bien le gouvernement que les populations. On ne court pas derrière ce virus. Tous les pays qui ont couru derrière ce virus ont vu les conséquences. Deuxième élément, la solidarité. Aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau des populations, ce virus malheureusement ne pose pas seulement un problème sanitaire, il pose un problème économique, il pose un problème social. C'est le moment que chacun d'entre nous se rapproche de l'autre, se souvienne également de l'autre. Avec ça, ensemble, effectivement, on pourra vaincre le coronavirus. Merci à vous, Mamadou Diouf, avec l'espoir que je vous retrouve dans ce studio dans des circonstances beaucoup plus heureuses. Marc Aboflan, votre carton de fin d'émission? Mon carton de fin d'émission va à tous les Togolais, carton vert, à tous les Togolais de bonne volonté qui s'organisent comme ils peuvent pour apporter solidarité et soutien aux équipes médicales, pour apporter à ceux qui en ont besoin du gel hydroalcoolique, des masques, des gants et un carton rouge
au gouvernement. Si tu permets, c'est très important. Un carton rouge au gouvernement pour la gestion du CHR de Lomé. Pas de carton, mais si nous voulons véritablement vaincre ou minimiser les risques de contamination de cette pandémie, il faut de la fermeté de la part du gouvernement. Sinon, on peut prendre toute une batterie de mesures, comme l'a dit Marc, qui s'annoncent. Ces mesures qui s'annoncent, on sortira perdant. Merci. Eh bien, pour l'information, l'Assemblée nationale qui se tient actuellement en plénière pour éventuellement accorder, conformément à l'article 86 de la Constitution, les pouvoirs exceptionnels au gouvernement qui pourra prendre des ordonnances pour gérer la pandémie du coronavirus. Le gouvernement dont on attend de la cohérence et de la fermeté, mais également des moyens conséquents pour financer les décisions qu'il prendrait, et de nous, les auditeurs, les citoyens, de la discipline. On ne s'amuse pas avec le coronavirus. Les pays sont en train de le constater à leurs dépens. Merci, merci du fond du cœur à vous qui vous préoccupez de notre santé. Vous nous envoyez plein de recommandations. Nous allons les étudier et nous verrons dans quelle mesure nous serons en vie et en bonne santé pour continuer à vous servir le club de la presse. D'ici là, priez pour nous comme nous prions aussi pour vous.